monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture. Ça fait juste super longtemps que je n'en ai pas fait sur ma chaîne et je commence à avoir une pile de mangas qui traînaient dans un coin que je dois vous présenter dans les numéros de la Vigie ou dans des bilans lecture. Donc j'ai décidé de vous tourner 3 gros bilans lecture en ce mois de juin. Donc des bilans lecture qui contiendront 6 à 7 mangas. Ça me permettra de parler de plein de séries différentes et donc voilà, de toucher un large public je pense. Donc là j'en ai prévu 6 qui commencent à dater un petit peu. C'est des sorties qui sont sorties donc en avril et en mai. Mais voilà, je mets à jour petit à petit pour vous parler de plein de trucs que j'ai laissé un petit peu de côté mais qui méritent quand même d'en parler. Donc je commence avec le tome 8 de Nozokiana de Wako Onna, c'est publié chez Kurokawa. Donc ce tome 8 il est sorti le 10 avril dernier, ça commence à dater un petit peu. Le tome 9 il est prévu pour Japan Expo et la série est terminée au Japon en 13 tomes. Donc pour ceux qui l'ignorent, c'est l'un de mes seinen érotiques je dirais préférés. Donc quand je dis érotique, vous avez ce petit logo qui l'atteste, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Donc que se passe-t-il dans ce tome 8? Eh bien on suit toujours le petit couple formé par Tatsuhiko et Madoka. Petit couple au monde des bisounours, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc du coup Tatsuhiko il met fatalement Emilou de côté car il avait un petit peu des sentiments pour elle et elle pour lui. Donc pour ne pas nuire à son couple, il l'évince complètement. Mais leur fameux secret va les rattraper puisqu'un premier personnage est au courant pour le trou dans le mur. Il essaye de les faire marcher un petit peu avec ce secret, mais bon, ils vont se lier ensemble pour le faire taire et ils vont y parvenir. Encore heureux à quelques tomes de la fin, ça serait bien dommage. Mais à la fin de ce tome, un second personnage un petit peu plus sadique se retrouve au courant de ce fameux trou et lui il va les faire un petit peu... Il va un peu les cuisiner, autant vous dire, ça promet pour la suite. Donc un tome que j'ai beaucoup aimé et c'est ce que j'aime dans cette série, c'est l'équilibre entre l'humour, l'émotion et l'érotisme. Voilà, c'est un savant mélange de tout ça, ce qui fait que c'est pas que de l'érotisme pur, on ne s'ennuie pas et c'est vraiment une histoire très prenante. Donc je vous montre au niveau dessin ce que ça donne. Pour ceux qui sont un petit peu rebutés à l'idée de commencer un seinen dont déjà 8 tomes sont sortis, je vous conseille l'anime qui est assez proche du manga, moins beau. Au niveau de ça, c'est moins joli que le manga papier, je trouve. Mais l'histoire est assez bien respectée. Et ils vont sortir, ou ils ont déjà sorti, un film live dont j'ai mis la bande-annonce sur ma page Facebook et qui m'a fait un petit peu halluciner. Je savais que les Japonais ont tendance à surjouer dans les films, dans les dramas, tout ça. Mais alors à ce point-là, c'est juste hyper drôle, alors que ça ne se veut pas spécialement drôle à la base. Donc je vous conseille juste de regarder la bande-annonce si vous voulez un petit peu rigoler. Je continue avec un shoujo dont je vous ai jamais parlé jusque-là il me semble, alors que c'est l'un de mes shoujo préférés. Il s'agit de Skibit, donc le tome 32 de Yoshiki Nakamura, c'est publié chez Saka. Donc Skibit c'est un shoujo qui est toujours en cours au Japon avec déjà 34 tomes de parus et le tome 33 est prévu en France pour fin octobre. Le rythme de parution est de plus en plus lent mais vu qu'on a pratiquement rejoint le Japon, c'est tout à fait normal. Donc dans cette vidéo, autant vous dire, je ne vais pas m'amuser à vous résumer ce qui s'est passé dans les 31 premiers tomes, c'est mort, ça va prendre trop de temps. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille de chercher un petit peu sur le net, d'essayer de vous renseigner. Mais dans ce tome 32, voilà, l'histoire avance toujours dans ce côté un petit peu sombre depuis quelques tomes, car on commence à entrepercevoir le passé de Ren. Donc je vous montre de qui il s'agit, Ren. Et son passé, il n'est pas drôle, et ce passé commence à le rattraper, ce qui promet des scènes assez dark pour la suite. Donc voilà, je vous montre un petit peu de quel personnage il s'agit. Ce sont un groupement de 3 personnages principaux, donc Sho, Kyoko et Ren, qui sont 3 acteurs. Donc c'est toujours dans le milieu du cinéma. Et c'est pas vraiment un triangle amoureux, c'est un peu plus complexe que ça. Mais voilà, c'est une très bonne série, bourrée d'humour. Voilà, je crois que c'est l'un des shoujos les plus drôles qui m'a été donné de lire. Donc si vous cherchez un shoujo assez long mais vraiment qui vaut le coup d'œil, c'est celui-ci que je vous conseille. Je continue avec un shoujo tout aussi drôle mais sauf que lui c'est pas fait exprès. Il s'agit de Alice au royaume de trèfle de Queen Rose et Mamenosuke Fujimaru, c'est publié chez Kiun et donc là c'est le tome 6. Donc le tome 32 de Skibit il est sorti le 23 avril dernier et ce tome 6 de Alice au royaume de trèfle il est sorti le 24 avril dernier, donc oui c'est des sorties qui datent un poil comme je vous disais. Donc c'est une série qui est terminée en 7 tomes et le dernier tome est prévu pour la fin de ce mois-ci. Et autant vous dire j'ai franchement hâte que la série se termine, juste pour qu'on arrête le massacre. Ça fait déjà quelques tomes que je vous en parle, que je vous dis que la série n'est pas top. Vraiment j'ai beaucoup de mal avec cette série. Et je sens que la fin va être ultra bâclée, comme a été bâclée celle de Alice au royaume de cœur.
Voilà, pour rappel ce que c'est. Et donc voilà, pour vous parler un petit peu de ce tome, le couple Alice-Boris, donc Boris, je rappelle que c'est le chat du Cheshire, il stagne. Mais c'est même pas il stagne, c'est un pas en avant, 3 pas en arrière. Ils vont vivre ensemble, et puis non. Ils sont heureux, et puis non. Voilà, je sais pas trop ce que l'auteur fait, ça tourne en rond, mais ça tourne bien en rond. Et il y a surtout dans ce tome-là une scène très what the fuck. Mais alors un niveau de what the fuck que j'ai rarement vu, et pourtant je sais que la série commençait à creuser jusqu'à chercher du pétrole, mais là on y est. Donc je vais pas spoiler pour ceux qui ne sont pas à jour niveau lecture, mais je vous en parle quand même un petit peu pour vous évoquer le niveau de what the fuck de la scène. En gros, vous avez une partie du manga qui se passe dans une forêt. Vous savez, la forêt classique avec des arbres, de la terre. Ok, donc nos héros ils sont dans cette forêt et ils se retrouvent embarqués par un animal marin. Ça passe crème, hein. Dans le manga ça passe crème. Je veux dire, on est dans une forêt, il n'y a pas d'eau dans la forêt, il y a un animal marin qui est là, d'un coup qui apparaît venu de nulle part, qui les embarque, qui les met en danger. Bon, personne ne meurt malheureusement. Mais ça ne choque personne. Alors Alice, elle a vu des trucs un peu bizarres depuis qu'elle est à Wonderland. Je veux bien. Mais là, quand même, tu devrais jouer un petit peu la surprise. Genre, oh my god, je suis choquée. Non, il n'y a que le lecteur qui est choqué. Non mais sérieusement, j'ai relu 2-3 fois la scène pour être sûr qu'il s'agit bien d'un animal marin dans une forêt sans eau. Et voilà, donc là je me suis dit, là, vraiment, on a touché le fond. J'ai lu la fin du tome tout de même et ça m'a laissé juste un très mauvais goût. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont laissées en suspens, genre, voilà, on sait que Blood Dupré, alias le Chapelier, manigance quelque chose contre Alice, normal, c'est le chef de la pègre. Mais quoi? Eh ben non, ça va nous être révélé, je sens, dans les dernières pages du tome 7, elle est balancée comme ça. Franchement, je sens que la fin va vraiment me décevoir, comme m'avait déçu la fin d'Alice Royaume de Cœur. Pour ceux qui se demandent, est-ce que je peux commencer cette série si j'ai pas lu, si je n'ai point lu Alice Royaume de Cœur? Oui, vous pouvez, parce que même si c'est les mêmes personnages, voilà, autant vous dire dans la saison 1, Alice, elle court après un certain personnage, il se passe rien entre eux, et dans cette série-là, elle est avec un autre personnage. C'est toujours à Wonderland, c'est toujours les mêmes personnages, il se passe pas grand-chose dans les deux séries. Donc voilà, moi j'ai commencé la série à la base parce que je suis très fan de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles de manière générale. Donc voilà, juste ce qui est positif avec ce manga, c'est l'édition de Kiyun. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Kiyun, c'est toujours impeccable au niveau édition. Donc, comme tous les tomes, vous avez 4 pages couleur au début, sur papier glacé, impeccable. Dans la traduction, tout est parfait. Niveau dessin, c'est pas top top. Enfin, je préfère clairement les dessins d'Alice Royaume de Cœur. Ce n'est pas la même personne qui fait les dessins pour les deux séries. Et je préfère les dessins de la précédente série. Donc voilà, vraiment pas un chose que je vous conseille, à moins que vous ayez beaucoup apprécié la première saison, mais sinon voilà. Et ça pue également la suite de Alice au Royaume de Carreau ou Alice au Royaume de Pique, mais alors là ils se les gardent, autant vous dire que je ne ferai absolument pas la suite. Donc je continue avec 3 shonen qui m'ont beaucoup plu dans l'ensemble. Donc il s'agit d'une part de JoJo's Bizarre Adventure Stardust Crusaders, le tome 14 de Hirohiko Araki, c'est publié chez Tonkam. Donc oui, l'un de mes shonen préférés. Ce tome 14, il est sorti le 21 mai dernier, le tome 15 est prévu pour la fin de ce mois-ci et le tome 16 pour Japan Expo une semaine après. Mais je pense que le délai va être respecté, ça ne va pas changer entre temps, puisqu'il me semble que Tonkam voulait conclure Stardust Crusaders pour Japan Expo pour sortir en même temps le premier tome de la saison 1, Phantom Blood. Donc voilà, on aura la fin un petit peu balancée comme ça, les 2 tomes quasiment d'un coup, mais j'ai envie de vous dire c'est tant mieux, parce que j'ai vraiment hâte de connaître la fin. Donc dans ce tome 14, qu'est-ce qui se passe? Pas énormément de choses. Alors j'avais hâte de voir Dio, the big méchant ultra charismatique, et autant vous le dire, on le voit un petit peu au début de ce tome. Mais quand je dis un petit peu, c'est dans l'ombre, hein. C'est pas trop en demander encore. Donc ce que j'appelle dans l'ombre, parce que vous allez dire qu'est-ce que j'appelle dans l'ombre. Voilà. Il est suggéré, on voit que c'est lui, mais on le voit pas. Voilà, j'ai vraiment hâte de le voir, j'ai vu qu'il est sur la couverture du tome 15, je fais oh my god, il me faut le tome 15. Et donc dans ce tome 14, il y a juste un très long combat contre Vanilla Ice, qui est l'un des sbires de Dio, encore un de ses sbires. Bien sûr, c'est pas vous ouvrez la porte, vous vous retrouvez face à Dio, non, vous allez vous retrouver face à tous les autres manières de stand ultra puissantes, toujours plus puissants d'ailleurs. Et ce Vanilla Ice va causer la perte de 2 gentils personnages, je ne dis pas bien sûr de qui il s'agit. Est-ce qu'ils sont réellement morts? Est-ce qu'ils vont revenir par la suite? Je ne pense pas qu'ils vont revenir par la suite, j'espère pas, sinon ça perd un petit peu de sa crédibilité. Mais voilà, un tome assez sombre. À la fin, on sort un petit peu du combat, on nous montre une scène un petit peu autre.
mais c'est principalement un long combat. L'histoire n'avance pas trop du coup, enfin ils sont un peu bloqués par ce combat. Car un design très particulier, mais bon, on aime ou on déteste comme toujours. Donc voilà, franchement hâte d'avoir les 2 derniers tomes, de connaître la fin et de voir enfin Gyo en combat. Encore un autre shonen, baston, mais dans un autre registre, on va dire, un peu plus rétro. Okuto no Ken de Tetsuo Hara, donc Ken le survivant, c'est publié chez Kaze, et là c'est le tome 4. J'ai super mal au poignet, donc je ne peux pas trop tenir le tome comme ceci. Donc, je vous ai déjà parlé des précédents tomes. Je vous ai dit que voilà, c'est un shonen qui me rebutait un petit peu à la base à cause des dessins, du côté, c'est un shonen baston, ça me plaisait pas trop. Mais je suis dans ma période où il me fallait plein de mangas un petit peu rétro, dans le sens des années 80-90. Celui-ci en faisait partie, et donc fatalement il a fini chez moi. Et je ne regrette absolument pas l'acquisition de cette version deluxe qui est juste, qui vaut clairement son prix. Alors vous avez un poster au début de chaque tome. Alors, je suis super mal au poignet, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est cette image-là. Voilà. Vous avez des pages couleurs magnifiques. Donc ce tome 4, il est sorti le 21 mai dernier, comme Jojo's Bizarre Adventure. Le tome 5, il est prévu pour Japan Expo, et le tome 6 pour fin août. Et c'est une réédition en 14 tomes. La fameuse double page couleur, vous avez d'autres pages couleurs comme ça. Et après, vous avez des pages avec du rouge, du blanc et du noir. Il me semble dans Kenshin, c'est le même principe. Dans la réédition de Kenshin, je parle. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans ce tome 4? Je vous avais parlé dans le tome 3 que Kenshiro s'éloignait un petit peu de sa quête première, qui était de traverser ce monde post-apocalyptique et d'aller de village en village pour aider la veuve et l'orphelin. Voilà, depuis le précédent tome, il s'intéresse plutôt à son passé et à retrouver ses frères. Je n'entends pas frères de sang, mais frères d'arts martiaux, c'est-à-dire ceux qui ont appris les arts martiaux avec le même maître que lui. Et on les voit enfin, ces fameux frères, dans ce tome-là. Et autant vous dire, c'est pas des rigolos. Mais bon, on s'en doutait déjà. Ce que je reproche un petit peu au Okuto no Ken, c'est le côté, comme je vous avais dit pour le tome précédent, c'est que des fois, Kenshiro, il est à ça de mourir. Il a perdu la moitié de son sang. Il est ouvert partout, pour être dans un état pitoyable. Il y a un autre combat qui se prépare. Pas de soucis, je m'en suis remis. C'est Rambo le gars, mais je veux dire, mais c'est un point, c'est un petit peu abusé par moment. Ça se veut pas crédible hein, comme histoire. Je dis pas que c'est un shonen qui se veut crédible, mais un petit peu plus de crédibilité, quand même, ça aurait été le bienvenu. Donc voilà, si vous cherchez un manga un peu rétro, bourré d'action, voilà, c'est pas un scénario de malade mental non plus, hein, c'est beaucoup d'action, de combat. C'est vraiment une bonne série, et pourtant c'est moi qui vous dis ça alors que j'étais super sceptique à la base. Assassination Classroom de Yusei Matsui, donc le tome 4, édité chez Kana. Donc ce tome 4, il est sorti le 23 mai dernier, et le tome 5, je parlais de 2 secondes pour parler du tome 5. Manga News fait strictement n'importe quoi avec son planning ces derniers temps. Ils ont prévu, enfin ils ont marqué que le tome 5 sortirait pour octobre. Non. Le tome 6 sortira pour octobre, mais le tome 5, il sort pour Japan Expo. Voilà, je voulais un petit peu rectifier ça parce que j'ai vu qu'il y a pas mal d'erreurs dans leur planning qui ne sont pas corrigées. Genre pour l'épouse du dieu de l'eau, selon eux, ils sortent en 2 semaines, dans 1 ou 2 semaines. Alors que non, j'ai les tomes chez moi, ils sont sortis, c'est juste des erreurs qu'ils ne corrigent pas. Donc ça m'énerve à mort, ce genre de conneries sur les sites. Donc le tome 5, il est prévu pour juillet et non pour octobre. Il n'y a pas d'un seul coup, Kana fait une pause de plus de 5 mois dans la série. Non, aucun intérêt, sachant qu'il y a déjà 9 tomes. C'est toujours en cours, mais bon, on n'a pas encore rattrapé la parution japonaise. Donc il me semble que Assassination Classroom, j'en ai pratiquement jamais parlé jusque là. J'en ai parlé, il me semble, dans mon top shonen 2013, parce que c'est vraiment un shonen que j'ai beaucoup aimé dès le départ. Enfin, rien que les couvertures m'intriguaient beaucoup. Et ça vaut le coup d'œil, non pas pour une histoire ultra poussée, mais juste pour le pitch de départ qui est bien trouvé. Voilà, ça c'est pas plus poussé que ça, mais ça donne lieu à des scènes franchement drôles. Et rien que pour le personnage de Kuro Sensei, c'est des scènes franchement très très drôles. Donc dans ce tome-là, voilà, on a encore un nouvel élève qui arrive, qui nous permet de comprendre certaines choses à propos de Kuro. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais voilà. Beaucoup d'humour, et c'est principalement pour ça que je vous conseille la série. Donc voilà, pour ceux qui cherchent quelque chose d'assez
c'est plus pour l'humour qu'autre chose en fait, que pour commencer cette série, pour le pitch de départ, et voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Ainsi s'achève ce bilan lecture qui doit être un petit peu long, je m'en excuse, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces 6 mangas, s'il y en a que vous suivez ou pas, et je vous dis à très vite, bye.